partie de l'Africa Newsroom. Ils sont toujours avec nous. Adoté Blivi, avocat au barreau de Paris, Pape Kabo, analyste politique, Malika Cher, éditorialiste d'Africa 24. Tout de suite, le grand angle. Autre volet des discussions dans le cadre du sommet Union africaine-Union européenne, le volet économique, celui de la coopération entre pays africains et pays européens. À quand un partenariat économique gagnant-gagnant? C'est la question que se posent beaucoup d'Africains. Ce 5e sommet se veut en tout cas décisif. L'UA et l'UE plaident pour une nécessité d'acter définitivement une alliance stratégique. Je vous propose d'écouter à ce propos le président guinéen, Alpha Condé, également président en exercice de l'Union africaine. Majesté, Mesdames, Messieurs, comme je l'ai toujours dit, l'Afrique a décidé de parler d'une même voix et de prendre en main son destin. Notre intégration politique, économique et financière ne peut que renforcer notre crédibilité. Le partenariat Union européenne-Union africaine se fonde sur un nouveau paradigme gagnant-gagnant dans la perspective de la mise en œuvre de l'agenda 2030 des CDD, des ODD, qui rime avec la vision 2063 de l'Afrique, dont mon cher frère est le champion. Les progrès indéniables enregistrés par l'Afrique dans le cadre de la bonne gouvernance et de la croissance montrent à suffisance la capacité de notre continent à entretenir des partenariats équilibrés et viables. En ce qui concerne la bonne gestion, notre région a encore battu tous les records de progrès de l'indice de climat de la Banque mondiale. Notre dette a certes augmenté, mais elle est toujours en dessous de 50% par rapport au PIB, c'est-à-dire un des taux les plus bas du monde. Malika Cher, l'année 2020 marquera la fin des accords de Cotonou. Quel bilan faites-vous et vers quel modèle de coopération les deux continents doivent à présent s'orienter? Un modèle de coopération qui soit beaucoup plus gagnant-gagnant, parce que ce n'est pas forcément le cas. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces années où ont été conclus d'ailleurs des partenariats, des APE, qui sont au désavantage des pays africains? On peut en retenir que des bilans négatifs pour ceux déjà qui se sont engagés sur cette voie-là, parce que nous avons des économies africaines qui ne sont pas encore productives et qui ouvrent leur marché aux pays européens et qui forcément, eux, ont une machine économique et ont des capacités pour exporter qui justement ruinent ou du moins met en difficulté les économies africaines. Donc ce qui peut être ce qui peut être positif, c'est cette volonté par contre justement de créer, de renforcer les espaces communautaires. Et on a vu que la région ouest africaine se débrouille pas mal sur ce plan-là. Pourquoi? Parce qu'il y a, je dirais, une uniformisation, une tentative de libre circulation des biens et des personnes, des marchandises, mais des marchandises africaines. Ce qui est favorable et ce qui permet aux pays des pays de la région ouest africaine d'avoir un taux de croissance appréciable, même si ça ne fait pas tout. Il faut revoir ce partenariat avec l'Union européenne, revoir. Il est désavantageux pour l'Afrique. Le souci, c'est que quand vous avez des pays qui refusent justement d'avoir ces rapports avec l'Union européenne, des rapports inégaux finalement, on les traite finalement de pays fermés économiquement, qui mettent des barrières, qui sont protectionnistes. Je pense que nous avons la première puissance économique du monde, qui est la plus protectionniste qui soit, les États-Unis d'Amérique. Donc attention aux intérêts africains qui sont parfois mis en péril par un partenariat vraiment inégal, notamment dans les matières premières et dans d'autres secteurs. Adoté Blivi, c'est un partenariat encore déséquilibré? Madame, vous savez, dans une relation d'État à État, c'est d'abord les intérêts qui priment. Dans le cas de l'Union africaine vis-à-vis de l'Union européenne, le rapport est déséquilibré. Donc comment se fait-il que l'Union africaine ne parvient toujours pas à défendre ses intérêts finalement? Tout simplement. En tout cas, pas suffisamment. Oui, tout simplement parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle ne se donne pas les moyens d'arriver à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, le budget des États africains est financé ailleurs. On le disait tout à l'heure, le financement de l'Union africaine vient d'ailleurs, pas des États africains. Plus de Comment voulez-vous que les Africains, les États africains pèsent
dans une négociation avec l'Europe. C'est difficile. Donc, pour l'instant, ça ne peut être que déséquilibré. Le jour où l'Afrique se donnera les moyens de ses besoins, viendra à la table des négociations avec des éléments en sa faveur, à ce moment-là, ça peut s'équilibrer. Mais ne rêvons pas. Les mots, pour l'instant, on nous dit de gagnant-gagnant, d'égal à égal, c'est que de 20 mots. C'est bien, c'est joli, tout cela est bien beau, mais pour l'instant, il faut être réaliste. Nous n'en sommes pas encore là. Nous y arriverons si nous nous donnons les moyens. Pape Kabo, tant que l'Afrique ne parviendra pas à financer son développement, à financer l'Union africaine qui fonctionne encore à plus de 70% des financements étrangers, l'Afrique ne peut pas s'imposer, ne peut pas défendre comme il faut ses intérêts. On ne peut pas se développer avec les moyens d'un autre. Pour se développer, il faut se donner les moyens de son développement. Nous ne pouvons pas nous développer non plus à l'image du modèle européen ou américain. Il faut imaginer un autre système. Les accords aujourd'hui que nos États ont signés et ratifiés nous desservent. Tous. Il n'y a pas un accord qui soit à l'avantage du continent africain. Et on nous demande aujourd'hui de pouvoir compétir, nous, micro-États, balkanisés comme nous l'avons été, de compétir avec une Chine, avec les États-Unis d'Amérique ou d'autres pays de l'Union européenne. C'est une chimère, ce n'est pas possible, nous ne pourrons jamais y arriver. La première organisation à avoir, c'est d'abord de penser à organiser le marché africain. Organiser le marché africain et le protéger. Les échanges intra-africains sont extrêmement faibles. On importe énormément de produits qui nous viennent d'ailleurs et qui nous coûtent les yeux de la tête. Ça contribue au déséquilibre de la balance commerciale et ça affaiblit nos États, ça nous empêche d'investir dans d'autres créneaux qui sont plutôt porteurs et qui auraient permis de porter le développement. Il faut véritablement que cette page-là soit tournée, que de nouveaux accords soient signés. J'espère pour cela que nos dirigeants seront vigilants. Ils seront vigilants pour ne pas accepter tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, ce qui nous a été pour la plupart du temps imposé, parce que les accords, ils étaient signés dans la perspective de pouvoir nous inonder de produits que nous aurions quelquefois même pu produire chez nous. Comment pouvez-vous imaginer que la plupart des produits que nous consommons partent de chez nous comme matière première brute, soient transformés après. Transformés et que ça nous revienne après. C'est inimaginable. Il faut que ces paradigmes-là changent si nous voulons véritablement amorcer un développement. Sinon, c'est un rêve. On ne doit pas y accéder. C'est d'abord une organisation africaine. Cela ne veut pas dire vouloir vivre en autarcie. Il est hors de question de cela. Il s'agit de savoir défendre ses intérêts, finalement. Bien entendu, c'est cela. C'est cela. Le gagnant-gagnant, c'est possible. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas le gagnant-gagnant, comme je disais à un jeune, ce n'est pas du 50-50. Gagnant-gagnant, ça veut dire que je peux même céder à Malik 60 ou 80%, mais les 20% que je prends doivent me permettre de continuer à évoluer et évoluer positivement. Et que lui ne cherche pas à me prendre dans mes 20%, encore 1% pour me ruiner et chercher à se développer. En me ruinant, il perd. Donc je pense qu'il faut que l'on s'inspire des modèles qui ont été des modèles gagnants. Le modèle chinois a des bons côtés, il faut s'en emparer. D'autres modèles, indiens, etc. Les pays du BRICS, les pays justement les pays émergents, il faut s'inspirer des modèles qu'il y a eu et se dire qu'à un moment donné, il faut faire de la protection parce qu'il faut protéger un marché qui est plutôt fragile. Vous ne mettrez pas votre enfant qui va à la crèche, vous ne le mettrez pas dans un même terrain de football que son frère qui, lui, est déjà assez aguerri, qui voit ses muscles se développer. Ce n'est pas possible. La compétition est très inégale et il faut la rééquilibrer. Et cela devrait venir de chez nous. Alors, ce forum a été placé sous le thème de la jeunesse, Malik. Qu'est-ce que les Africains, les jeunes, peuvent attendre de ce 5e forum Union africaine, Union européenne? Alors, dire que la jeunesse est désintéressée de la question qui se pose au sommet d'Abidjan serait un peu dur, mais les jeunes Africains aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils ne s'intéressent forcément à ce sommet. Je suis un peu sévère. Mais c'est la réalité des choses, parce qu'ils sont concentrés sur leur situation, leur propre situation.
C'est une jeunesse déçue. Déjà, la confiance est rompue depuis longtemps entre la politique en général, les hommes politiques, les responsables politiques et la jeunesse. Il y a une rupture qui est quasi générale, non pas forcément qu'en Afrique, aussi dans d'autres continents, mais en Afrique particulièrement, parce que justement, nous avons eu une politique économique qui n'a pas permis à ces jeunes-là de réussir. Donc, il faut lancer un message fort. J'ai entendu le président ivoirien, mais il faut aller vers les actes. Pourquoi ne pas se coordonner entre les pays pour avoir un projet ensemble sur la jeunesse africaine? Il n'y a pas véritablement, justement, d'interaction entre les États sur qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse. On a les mêmes problèmes, les mêmes défis à relever, qu'est-ce qu'on en fait? On est surtout sur des individualités, des chefs d'État qui cherchent des solutions, mais il y a un problème justement de vision de ces chefs africains qui n'ont pas cette vision commune et un projet solide. Qu'est-ce qu'on veut pour nos jeunes demain? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Quelles sont les expériences sur lesquelles on peut, je dirais, se reposer? Donc, il faut qu'il y ait un déclic. Et malheureusement, je pense que ça passe aussi par une transition générationnelle. C'est-à-dire que quand nous aurons des chefs d'Africains qui seront beaucoup plus jeunes et beaucoup plus collés à la réalité des jeunes sur le terrain, qu'il y aura peut-être, je dirais, un électrochoc. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous pour la troisième partie de cette émission.